Mesdames, messieurs, bienvenue dans le show. Ici, on reçoit tout le monde, connu ou moins connu. Une seule condition, nous dire toute la vérité. Alors aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous recevons un profil spécial. Il s'agit de monsieur Narcisse Kiwari, qu'on appelle aussi monsieur NK. Il est promoteur de NK Consulting. C'est vraiment un homme de communauté. Vous allez le voir, il accompagne beaucoup de jeunes sur les questions entrepreneuriales, mais aussi sur les questions d'art oratoire. C'est un numéro unique dans Parlons bien, parlons vrai. Mesdames, messieurs, bonjour une fois de plus. Nous voici aujourd'hui avec notre nouvel invité. Il s'agit aujourd'hui, mesdames, messieurs, de monsieur Narcisse Kiwari. J'espère que je n'écorche pas le nom. Très bien prononcé. Très bien. Responsable de NK Consulting. Bonjour. Bonjour, cher Ama. Bienvenue sur notre plateau de Parlons bien, parlons vrai. Merci. Alors, monsieur Narcisse, vous êtes en activité depuis déjà plusieurs années. On sait que vous êtes responsable de NK Consulting. Mais avant d'arriver à NK Consulting, on va poser la vraie question. Parce que vous êtes quelqu'un qui, vous êtes énormément dans l'apport de solutions, dans le conseil. Vous êtes vraiment au contact des gens. Qui est d'abord monsieur Narcisse Kiwari avant NK Consulting? Avant NK Consulting, Narcisse Kiwari est un jumeau, un Congolais, né de parents congolais. Je suis quelqu'un de très engagé, passionné par les communications électroniques, les technologies et aussi la transmission du savoir. Les gens me connaissent beaucoup comme quelqu'un qui partage sur des sujets ayant trait au leadership essentiellement, au développement personnel, mais aussi sur des sujets qui touchent à la foi. Voilà, je suis un homme de foi également. Un homme de foi aussi. Voilà. Mais c'est très bien, on a tous besoin de foi. Souvent on se perd beaucoup. C'est vrai. Alors, NK Consulting, depuis combien de temps et qu'est-ce que NK Consulting fait ou propose comme service? D'accord. De manière informelle, NK Consulting existe depuis 2017. En effet, après une bourse que j'ai eue du gouvernement américain aux États-Unis, à mon retour, j'ai monté NK Consulting et je faisais déjà des prestations dans le domaine de la maîtrise de cérémonie, dans la traduction, interprétation. Et ce n'est qu'en 2020 que j'ai formalisé NK Consulting pour pouvoir me permettre d'aspirer à d'autres marchés. Très bien. Alors, vous avez parlé de votre parcours aux États-Unis. Alors, quand on dit États-Unis, je sais que dans votre profil, vous avez fait YALI. Exactement. Alors, parlez-nous de YALI. YALI, c'est quoi? Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de jeunes dans ce programme-là. Ah oui, il semblerait que ce n'est pas seulement au Congo, dans plusieurs pays d'Afrique. En quoi ça consiste, ce concept? Ok, YALI tient pour Young African Leaders Initiative. D'accord. C'est une initiative du gouvernement américain sous la houlette de l'ancien président Barack Obama qui vise à investir dans la jeunesse africaine. Donc les jeunes africains sont formés dans les domaines du leadership, civic leadership, l'entrepreneuriat et aussi l'administration publique. La sélection se fait par candidature en ligne. Et c'est très compétitif, très compétitif. Chaque année, c'est environ 1000, sinon 700 jeunes qui sont sélectionnés pour aller donc se faire former aux États-Unis pendant 1 mois et demi. Et quels sont les critères? Les critères, c'est premièrement être un jeune engagé dans sa communauté. Beaucoup se limitent à moi, mes propres activités, mais il faut que vous soyez un jeune qui fait des choses qui vont au-delà de sa propre personne. Ça, c'est un premier critère. Le deuxième critère, naturellement, c'est l'anglais. Et finalement, il faut pouvoir postuler. Parce que beaucoup se limitent à l'information, mais ne vont pas jusqu'au bout chercher l'information et se positionner aussi. Donc, dans ce programme-là, il faut postuler. Ce n'est pas que le programme vous sélectionne, vous repère. Non, il faut postuler. Il faut postuler. Il faut se faire connaître. D'accord. Ouais. Se faire connaître comment? C'est-à-dire que je mène des activités dans la communauté sociale. Je fais du bruit, je passe au journal de 20 h. Qu'est-ce qu'on entend par se faire connaître? Bon, faire du bruit, je ne prendrai peut-être pas ce terme, mais il faut pouvoir documenter ce qu'on fait. C'est bien beau, on peut aller dans des orphelinats, on fait quelques photos qui passent comme ça au hasard sur nos réseaux sociaux, même si ça reste de la documentation, mais il faut pouvoir capturer, documenter ce qu'on fait. De sorte que demain, pour une opportunité, vous soyez capable de ressortir ce que vous avez fait dans des termes clairs et surtout
de manière concise. Voilà. D'accord. Mais on connaît maintenant les critères et quels sont les avantages? Parce que moi je connais beaucoup de gens, hein. Les gens quand ils écoutent ce genre de choses, ils se disent bon, là au côté mais quels sont les avantages pour moi? D'accord. Certains penseraient que voilà, je dois partir, rester aux États-Unis. Au passage, hein, je veux revenir, notre griffe, il n'y a pas que les États-Unis pour y aller, il y a aussi des centres en Afrique, au Kenya, également au Sénégal. Donc, les bénéfices, c'est d'abord la connaissance que l'on reçoit, mais aussi un réseau d'amis. Vous voyez, vivre pendant plus d'un mois, partager le même cadre que certaines personnes, vous emmène à vous connaître. La proximité crée toujours quelque chose. Et donc, ça, c'est un acquis. Face à un problème, je n'aurais pas de mal à trouver des solutions d'autres pays à cause de la relation que j'ai. Quelqu'un pourrait me donner des choses normalement, entre griffes, secrètes, qui ne doivent pas sortir, mais à cause de notre relation, la personne peut me donner la solution et je vais implémenter cette même solution au Congo, sans avoir à réinventer la route. Donc il y a la connaissance, ensuite il y a le réseau que nous gagnons. Et bien sûr, lorsque nous revenons ici, il y a quand même une certaine notoriété, il ne faut pas se le cacher. Quand on dit que vous êtes Yali, pour ceux qui connaissent c'est quoi Yali, on suppose que vous êtes passé par un processus rigoureux de sélection, vous vous êtes démarqué sur des milliers de jeunes. C'est comme un passeport. Voilà, c'est comme un passeport, voilà, simplement, pour faire court, quoi. Ben, c'est très bien. Alors, NK Consulting, une activité que vous avez formalisée. Donc ça veut dire que vous avez aussi un aspect entrepreneurial. Après, vous êtes aussi cadre au sein d'une entreprise de la place, mais vous avez aussi un aspect entrepreneurial. Alors, d'après vous, en quoi est-ce que la formalisation, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'informel, qui entreprennent dans l'informel et qui se développent aussi tant bien que mal, mais en quoi est-ce que, de votre point de vue, il est important de se formaliser? Parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ont des consultings comme vous, mais qui ne sont pas forcément formalisés, mais qui fonctionnent aussi. Alors, en quoi est-ce que la formalisation est importante? Lorsqu'on se forme, on peut avoir des marchés par le gré à gré. Je vois un ami, je vais l'aider. Je peux avoir une certaine rémunération dans l'informel. Mais si je veux travailler avec des entreprises, bon, je vais faire court. J'ai eu à être consulté par une entreprise, hein, il y a 2 ans de cela, qui a suivi mes activités, qui suivait mes activités sur les réseaux sociaux et ils se sont retrouvés en comité. Voilà, bon, on a besoin d'appeler un tel. J'ai soumis mon dossier une première fois, je n'étais pas encore formalisé. Ils ont dit oui, tu es bon, tu te démarques par rapport aux autres, mais il faut que tu sois formalisé. Voilà, il faut avoir un new, il faut te faire enregistrer. Nous, on veut travailler avec toi. Normalement, on devrait t'écarter, mais nous, c'est toi que nous voulons, parce que nous savons ce que tu fais, nous voyons ce que tu as fait, les œuvres parlent pour toi. Nous voulons travailler avec toi. Et donc, j'ai dû me battre pour formaliser, payer ce qu'il y avait à payer. C'est vrai, aujourd'hui, quand je regarde avec du recul, je me rends compte que j'avais peut-être payé un peu trop à certains égards, mais vu que j'étais dans l'urgence, je n'avais pas le choix. Donc, après avoir payé donc, ce qu'il fallait au niveau de l'ACPCE, au niveau pour la formalisation en tout cas des entreprises, j'ai pu décrocher ce marché qui m'a quand même payé assez bien, je ne vais pas donner le montant. Pas du tout, on n'est pas là pour savoir ça. Donner le montant. Alors, en termes de critères, d'après vous, avec votre parcours, parce que c'est un peu plus d'une décennie aujourd'hui, alors, quels sont les critères qu'un jeune doit connaître avant d'être sûr de bien entreprendre? Quelles sont les qualités, quels sont les critères de celui qui a besoin de savoir, j'ai besoin de savoir ça? C'est des critères de base pour bien démarrer, pour bien fonctionner. Pour bien démarrer, il faut d'abord apporter une solution. Ce n'est pas parce que ce que je fais est beau que ce sera forcément accepté chez les autres. Est-ce qu'il y a un marché? Est-ce que les gens ont besoin de ce que je vais offrir? C'est d'abord la première question. Il faut qu'il y ait un marché, il faut qu'il y ait une demande. Autre chose, il faut s'armer de résilience. C'est des mots un peu forts, mais c'est-à-dire l'endurance. Être capable d'encaisser, de tomber et de se relever. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, c'est pas facile. C'est vraiment quelque chose de très hostile. Moi, je ne suis pas tellement de ceux qui nous jettent la poudre aux yeux, nous présentent tout ce qu'il y a de positif avec l'entrepreneuriat. Non, il y a aussi un revers de médaille qu'il y a avec l'entrepreneuriat. Et lorsqu'on a affronté ces défis-là, c'est très gratifiant de pouvoir se dire, voilà, j'ai fait ceci. Et si vous-même, ça vous donne une certaine crédibilité vis-à-vis des autres,
vous avez quelque chose à partager, quoi. Très bien. Alors depuis quelques années aujourd'hui, on sait que M. Narcisse Kiouari est, on va dire, l'un des initiateurs ou peut-être l'initiateur principal de l'activité qu'on appelle Toastmaster. Alors je suis de ceux qui voient très souvent Toastmaster ici et là. Il y a aussi certainement beaucoup de gens qui voient mais qui ne savent pas de quoi il s'agit. Pouvez-vous un peu nous détailler Toastmaster, c'est quoi concrètement? D'accord. D'abord, Toastmasters International, c'est une association éducative internationale à but non lucratif. Ça, c'est ce qu'il faut dire. Donc, Toastmasters International est présent dans plusieurs pays d'Afrique et dans le monde et compte plusieurs membres. Je ne vais pas faire des erreurs sur les chiffres, mais nous sommes à des centaines de milliers de membres à travers le monde. Des centaines de milliers? Oui, à travers le monde. Voilà. Et donc, le principe de cette association, c'est que des clubs d'art oratoire sont créés de manière indépendante, où des gens peuvent se retrouver et pratiquer la prise de parole en public. D'accord. De la même manière que vous allez dans un centre de gymnastique, dans un centre de sport, une salle de judo par exemple, vous allez pratiquer le judo. Alors les clubs d'art oratoire Toastmasters sont des endroits où les gens viennent pratiquer la discipline qu'est la prise de parole en public. D'accord. Donc il n'y a pas un gourou, il n'y a pas quelqu'un qui a le monopole de la connaissance. Nous avons un schéma, nous avons des définitions des rôles pendant chaque session et les gens viennent s'exercer et reçoivent aussi en retour des commentaires sur ce qu'ils ont bien fait, sur ce qu'ils pourraient améliorer. Et rien que se retrouver régulièrement, parler devant des gens, ça va déjà décomplexer, avoir un effet thérapeutique en soi, thérapeutique contre la confiance en soi, contre la peur de la population, la peur du public, et ce n'est que avantageux. Donc aujourd'hui au Congo, c'est une centaine de professionnels et des étudiants qui se retrouvent dans plusieurs clubs. Aujourd'hui, on a 5 clubs actifs, 3 à Brazzaville, 2 à Pointe-Noire et d'autres clubs en ligne également. D'accord. Voilà. Donc c'est environ une vingtaine de personnes qui se retrouvent régulièrement dans ces clubs pour pouvoir pratiquer. Très bien. Et quels sont les critères? Les critères, le premier critère, c'est d'abord avoir la volonté d'apprendre, la volonté de se développer. Et bien sûr, pour tout ce qui a de la valeur, il faut payer quelque chose. Mais ce n'est pas si grand que ça. Si je peux donner le montant, c'est $60 que l'on paye pour un semestre. D'accord. Et pour une année, vous payez $120. Et donc, vous devez renouveler votre souscription qui vous donne non seulement accès au club en présentiel, mais vous avez aussi accès à des supports en ligne. Donc, on vous donne un code, vous accédez à votre plateforme, vous vous formez. Et s'il peut arriver que vous vous retrouvez à l'étranger en tant que Toastmasters, vous n'êtes pas que Toastmasters du Congo. Vous êtes un membre Toastmasters international. D'accord. Donc si vous trouvez un club pas là où vous êtes, vous pouvez aller pratiquer, saluer les autres et c'est très gratifiant. Alors quand je vous entends, on comprend qu'il y a Yali, qui est un réseau international. Oui. On comprend encore qu'on a Toastmaster, qui est encore un réseau international. On se dit, bon, monsieur Narcisse, lui, il est très porté communauté, très porté connexion. Et c'est très bien. Oui. Et donc, ma question est de savoir, parce que j'essaie de me mettre à votre place, il semblerait que le fait d'être connecté aux autres, d'appartenir à des communautés, a un lien important dans le développement professionnel de carrière, etc. Pouvez-vous nous préciser en quoi? Parce qu'il semblerait qu'il y ait quelque chose là que vous ne dites pas à tout le monde, parce que vous êtes Yali, c'est vous, Toastmaster, c'est vous. Et c'est beaucoup de monde. Hein? Effectivement, c'est beaucoup de connexions, ça je dois le reconnaître. Bon, on ne l'a pas abordé. C'est aussi pour ça que vous avez beaucoup de marchés. Bon, c'est entre griffes encore. Parce que ma profession actuelle ne me permet pas de facilement me libérer, quoi. Je n'ai pas la latitude d'aller où je veux, de m'absenter quand je veux au bureau. Je travaille dans une entreprise parapublique, on va dire ça comme ça, un établissement public administratif. Et donc c'est très prenant. Donc c'est souvent les week-ends que j'utilise pour faire des prestations, sinon les soirées, ou encore exceptionnellement je peux demander des permissions, mais quand vous venez 2-3 fois à la semaine, ce n'est pas bien auprès de la hiérarchie. D'accord, bon là on comprend déjà. Là, on comprend déjà qu'être issu des communautés, c'est positif. Mais là encore, ce que vous avez soulevé, ça me pose à poser une autre question. C'est de savoir comment est-ce qu'on fait, quand on sait qu'on a un agenda professionnel chargé, pour être en même temps en train de jongler, créer des choses, etc. Comment on fait? Il y a aussi la famille. Hein.
parce que je suis père de famille. Voilà, la famille, les activités professionnelles, entrepreneuriales. Ecclésiastique aussi. Ecclésiastique. Mais encore ecclésiastique et familial, on va mettre de côté. Mais d'ordre professionnel et entrepreneurial, comment on fait pour concilier? C'est déjà quand on sait qu'on a quelque chose à donner. Quand votre pourquoi est très grand, vous trouvez les comment. Vous trouvez comment mettre en musique certaines choses. Et donc, je suis conscient que j'ai beaucoup à donner. Et les faits sont là. Je ne donne pas tout dans l'entreprise pour laquelle je travaille. Et ce qui ne s'exerce pas, vous le perdez. On a appris au primaire que tout muscle qui ne s'exerce pas s'atrophie. Voilà. Donc moi, je ne voudrais pas perdre ce que j'ai. Et je voudrais le développer, l'offrir au monde. Et bien sûr, avoir des gains qui vont avec, quoi. Très bien. Alors, Monsieur Narcisse, nous chutons progressivement. J'aimerais poser une question. Dernièrement, on a vu qu'il y a eu, on va dire, dans notre pays, beaucoup de situations, on va dire, de grève, notamment avec les étudiants. Nos jeunes frères étudiants ont connu une longue situation de grève qui, d'un point de vue académique, pénalise beaucoup ces jeunes-là. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces jeunes-là qui, force est de constater, qui, malgré le fait qu'ils peuvent reprendre aujourd'hui les chemins des cours académiques, mais qui, au sortir de là, vont toujours rencontrer certaines difficultés parce que la réalité reste la même, c'est qu'il n'y a toujours pas suffisamment d'entreprises pour absorber la demande d'emploi. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces jeunes-là qui, au final, oui, ont repris les cours, mais vont, en quelque sorte, par rapport à l'état, l'analyse de la situation, vont encore vers une situation dans laquelle ils auront des diplômes, mais ne sont pas forcément sûrs de trouver un emploi. Qu'est-ce que vous leur dites? Quel est le remède que vous pouvez leur proposer? Une solution? D'accord, peut-être pas une solution miracle, mais depuis quelques semaines, je suis une formation en ligne sur la prospective stratégique. Prospective stratégique, c'est en fait une discipline qui tend à étudier les futurs possibles. Donc les futurs sont multiples. Partant d'une hypothèse, partant d'une situation donnée, on peut imaginer des futurs différents et anticiper des solutions possibles pour ces situations-là. Un peu comme dans le cinéma, les multivers et autres. Voilà, quelque chose comme ça. Sauf que là, c'est vous qui initiez, vous imaginez et vous anticipez sur des solutions réelles. Ce qu'il faut reconnaître, que nos amis étudiants, mes chers cadets doivent reconnaître, c'est que, tu viens de le dire, ils vont étudier, mais le marché de l'emploi ne va pas tous les absorber. Mais nous n'allons pas nous cantonner dans cette fatalité-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? La nature identifie toujours ceux qui sortent du lot. Il faut pour eux qu'ils se distinguent. Les possibilités sont nombreuses. Plusieurs jeunes sont capables de dépenser, je ne sais pas combien de mille de data pour aller sur TikTok. Et TikTok consomme énormément de data. Mais il est possible de faire beaucoup de choses avec le téléphone, avec l'accès à Internet. Il y a des plateformes de formation gratuites qui sont disponibles. Ils peuvent aller se former dans des disciplines nouvelles, sur les soft skills, la prise de parole en public dont on parle, sur le design thinking. Je ne trouve pas la bonne expression en français. Mais en tout cas, des disciplines nouvelles. Tout ça, ils peuvent les apprendre sur des plateformes gratuites. Et s'ils n'ont pas de data, dans les écoles, il y a des centres multimédia, il y a des salles multimédia qui sont disponibles, parfois avec des connexions Internet gratuites. Donc, qu'ils aillent dans ces salles multimédia, se faire former, avoir la compétence, ne pas forcément chercher d'abord le certificat, mais avoir la compétence. Et demain, ça va se faire ressentir face à un employeur, face à ceux qui pourront les recruter. Très bien. Parce qu'à compétence égale, ce qui va nous distinguer, c'est notre capacité à convaincre et ce qui va sortir de nous, de différent des autres. D'accord, mais on est d'accord sur ce point. Mais seulement, la réalité, c'est laquelle? C'est que nous sommes dans un environnement où il y a peu d'entreprises qui sont créées ou existantes par rapport à la demande. Je m'explique, si l'université Marien Ngouabi ou Denis Sassou Nguesso, les deux cumulés chaque année, nous donnent 10 000 nouveaux étudiants compétents diplômés qui arrivent sur le marché de l'emploi et qu'il n'y a pas suffisamment d'entreprises pour absorber toute cette nouvelle demande de compétences et d'emploi. Quelle est la solution qu'on leur propose à ces jeunes? Je vois. Parce que là, ce que vous avez proposé tout à l'heure, c'est ajouter des compétences. C'est une chose, mais mes compétences ne servent à rien s'il n'y a pas d'entreprise pour m'absorber.
Oui, déjà il faut sortir de ce mindset, de cette mentalité qui veut que forcément, après mon diplôme, que je sois absorbé dans une entreprise. Quelqu'un disait que si on ne t'offre pas de place à la table, crée toi-même ta propre table et assieds-toi, commence à faire ce que tu as à faire. Exactement. L'une des solutions, naturellement, c'est l'auto-entrepreneuriat. On en parle beaucoup, mais c'est l'une des solutions, l'une des voies. Si on ne nous recrute pas, mais créons nous-mêmes des opportunités pour être auto-entrepreneur, se formaliser, identifier des besoins qu'il y a dans la société autour de nous et proposer nos services afin de pouvoir être payés par rapport à ces services. Et si nous sommes 3-4 à offrir les services donnés, demain après nous allons formaliser notre structure et nous serons des entrepreneurs. Voilà. Je ne dis pas que ça va résoudre totalement le problème de l'emploi des jeunes, mais ça permettra déjà de permettre à des jeunes de sortir du lot, de gagner une certaine autonomie. Voilà. Très bien. Alors, Monsieur Narcisse, on arrive à la fin. Avez-vous, on va dire, un dernier mot à ajouter ou à dire à ceux qui vont nous regarder, à tous ces jeunes-là qui vous sollicitent très souvent, à tous ceux qui sont en train d'entreprendre, à tous ceux qui ont besoin de comprendre l'importance de la prise de parole en public. Quel message avez-vous à toutes ces personnes? Je commencerai par partager une petite astuce en lien avec la prise de parole en public, puisque c'est l'un des sujets pour lesquels je suis très connu. Plusieurs personnes, sinon la majorité, sont confrontées à la peur du public. Vous pouvez bien vous exprimer dans votre chambre ou avec 2-3 personnes de vos amis, mais lorsque vous devez vous retrouver devant une vingtaine de personnes, voire centaines de personnes, il vous arrive de perdre les mots. Comment gérer ce stress-là? Une astuce que je donne souvent à mes coachés et même dans les clubs Toastmasters, c'est de se concentrer sur votre message, sur ce que vous avez à dire. Donc ça suppose que vous devez quand même vous préparer. Il ne faudrait pas que vous alliez devant des gens, imaginer ou croire que ce que vous devez dire va se présenter la séance tenante. Il faut que vous puissiez vous préparer, vous devez lire, vous documenter sur votre sujet et rien que ce gain de connaissance va créer en vous cette confiance en vous. Et une fois devant le public, ne vous concentrez pas sur le public. Concentrez-vous sur ce que vous avez à partager contre eux. Concentrez-vous sur ce que vous avez à partager au public. Et cela va vous aider à vous concentrer, à rester concentré sur votre message. Les regards des gens pourront se faire, mais tant que vous resterez concentré sur votre message, vous aurez gagné quand même en autorité. Donc voilà ce que je peux partager comme petite astuce. Très bien. Monsieur Narcisse Kiouari, merci. C'est moi qui vous remercie. On espère vous revoir très bientôt dans notre émission. C'est mon souhait. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés au terme de ce nouveau numéro de Parlons bien, parlons vrai. J'espère que ce nouveau numéro avec Monsieur Narcisse Kiouari, Monsieur NK, vous a plu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro de Parlons bien, parlons vrai sur Oyebi TV, l'Afrique racontée par les Africains.